Allez Damien, je suis vraiment super heureux de pouvoir t'interroger, de te poser quelques petites questions, parce que les matchs, je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais à Geoffroy Guichard, pour certains d'entre eux notamment. Et je voudrais déjà revenir sur ton arrivée à Saint-Étienne, au mois d'août, fin août 2003. Tu fais un match amical contre Al Nasser de mémoire, si mes infos sont bonnes. Tu n'es pas encore... Tu n'es pas encore... Tu as fait 2 matchs. Tu n'as pas encore signé. Ouais. Et 3 jours après, tu signes ton contrat. Comment ça se fait que c'est matché aussi vite avec, tu venais de Le Mans, si je me souviens bien. Donc, tu avais déjà comme un bon pédigré en Ligue 2. Mais comment ça se fait que ça matché aussi vite avec Antonetti pour qu'ils te choisissent, alors que dernièrement, tu es arrière droit, et on avait un titulaire quand même inamovible à ce moment-là, c'est Patrice Carteron, capitaine de l'équipe. Donc voilà, comment ça se fait? Alors je te raconte un peu l'histoire. Moi, je sortais de la saison pleine avec Le Mans, donc ça faisait 3 ans que j'avais signé au Mans, et on a accédé en première division. Donc c'était historique pour le club. Exact. Donc c'était d'ailleurs incompréhensible que le club ne me récompense pas. Donc concrètement, le gâteau, tout le monde l'a mangé sauf moi. Mais bon, ça c'était des histoires entre l'entraîneur qui était Thierry Goudet et moi à l'époque, parce qu'en l'occurrence, mon histoire, c'est que en début de saison avec Le Mans, j'avais Toulouse qui était en Ligue 1 et qui voulait que je vienne. Et je m'étais braqué avec mes dirigeants pendant la préparation, donc les dirigeants du Mans. Et du coup, 4-5 journées après, donc on a oublié cette histoire et j'ai fait ma saison complète. Donc on est monté, je crois, à 3 ou 4 dernières journées de la fin du championnat. Je crois qu'à Grenoble, on fait notre montée officielle avec Le Mans, donc ce qui était historique. J'arrivais sur ma dernière année de contrat et je n'avais pas d'année en option supplémentaire. Donc voilà, donc en gros, Thierry Goudet m'a fait payer notre clash de début d'année en fin de saison, donc, tout simplement. Donc je me retrouve où je suis un joueur qui fait 3 saisons pleines avec Le Mans, je monte en première division et je me retrouve à la fin de saison au chômage. C'est fou ça, Donc je décide donc de rejoindre l'UNFP, le syndicat des joueurs, à Paris, à Clairefontaine, pour m'entraîner avec des joueurs, avec une équipe de chômeurs de l'UNFP, en attendant de trouver un autre club. Bon, j'ai eu des sollicitations de certains clubs, en l'occurrence de Rouen qui était à l'époque, de divers clubs, où j'ai failli d'ailleurs signer à Rouen. J'ai été allé pendant une semaine là-bas, mais le président était prêt à me faire signer le contrat sur 3 ans, mais derrière je ne l'ai pas senti. Donc je suis reparti. Vous imaginez, quelqu'un qui arrive à Saint-Étienne, qui reste une semaine et qui s'entraîne avec le groupe pro, et tout d'un coup il se casse. Donc ça a été mon coup. J'ai eu des intuitions dans ma carrière qui ont été celles-ci. Donc je suis parti et j'ai rejoint, comme je te dis, les chômeurs. Et donc je suis allé à Paris. À l'époque avec l'UNFP, on faisait le tournoi international du NFP, donc on avait été à Amsterdam à l'époque jouer. Donc j'étais avec d'autres joueurs comme moi, de bons joueurs même de Ligue 1, pour faire nos matchs amicaux, pour se tenir prêt, parce que le but de l'UNFP c'est aussi ça, de regrouper tous les joueurs donc chômeurs, et derrière de les maintenir en forme si un club arrive. Donc voilà, donc j'étais prêt. De là je suis parti faire un essai après l'UNFP avec Bastia, qui était en Ligue 1 à l'époque, avec un certain Gérard Gilly comme entraîneur principal et Christophe Galtier comme adjoint. Donc j'ai connu Galette, moi, à Bastia, en tant que joueur. Donc je suis resté à Bastia sur une bonne semaine, où là pareil j'ai fait 2 matchs d'essai à Bastia. Et en l'occurrence, j'avais joué stopper sur le premier match contre le Salonique. À l'époque, cette équipe, on avait gagné à domicile. Et Gilly m'avait demandé de rester quelques jours de plus pour aller jouer à Annecy contre un certain club qui s'appelait le Sporting de Lisbonne, dont avait un certain Cristiano Ronaldo qui jouait. Voilà. Oui, d'accord. D'accord. Ah. Est-ce qu'on a encore perdu? C'est dommage. Ah ouais. Ah, il va revenir. Oui. Parce que c'était super intéressant ce qu'il est en train de nous dire. Incroyable. On était tout oui. Bon, j'ai retenu que Damien était quand même stopper. Moi, waouh. Oui. Mais oui. Donc il a quand même et donc effectivement. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, Le Mans lui fait quand même un coup de crasse monumental. C'est-à-dire que tu montes en Ligue 1 et on ne te prend pas, quoi. Ah mais ça arrive pour ça. Ça arrive.
souvent malheureusement dans la carrière professionnelle. C'est triste. Sans dévoiler la fin des questions que je vais lui poser, ça va de nouveau lui arriver à Saint-Etienne. Puisque, avec le changement d'entraîneur... Voilà, c'est le congélo qui a plus de batterie. C'est le congélateur, il n'y a plus de batterie dedans. Il n'y a pas de son. On l'entend pas. On l'entend plus. Oui. Mets-nous du son. Peut-être que ça. Peut-être qu'il faut une reconnexion, peut-être. Le son. Malheureusement. Bon. En plus, c'est tellement passionnant. Ouais. Oui. Non. Peut-être redémarrer, peut-être. Non. Non, on t'entend pas. Non, en tout cas, on s'en excuse pour ceux qui suivent. Désolé. Oui, les aléas du direct. Voilà. Petit problème technique. Petit problème les aléas du direct. Redémarre peut-être, Damien, peut-être. Referme tout. On t'entend pas. Non, malheureusement, Damien, on ne t'entend plus. Non, on t'entend pas. Damien, est-ce que tu nous entends? Tu nous entends? Non. Je lis sur tes lèvres. Ouais. Je lis sur les lèvres. Ah, mais alors ton là, son oui. n'est pas. Oui, allô. on voit que Là, tu l'as ton son est éteint. Enlève. Enlève le micro. Enlève le micro. Enlève le micro. C'est parti. Ton son est éteint. Oui, c'est bon. Non. C'est quand même pas de chance. Je pense qu'il faut qu'il redémarre, peut-être. Vraiment désolé, les aléas du direct. Oui, reviens. Ouais. Allez. Oui, donc je vous disais, il va nous expliquer, fin d'année 2004, changement d'entraîneur, et alors qu'Antenuti avait promis que tous ceux qui montaient en Ligue 2 se verraient proposer un contrat, Bridonneau a été sacrifié, on va dire. Il va nous expliquer pourquoi. Ah, super, ça y est, c'est bon. Ah, ça y est. Donc oui. Super. On t'entend, Damien. Il est revenu. On est content. On t'entend plus? Oui, on t'entend. Oui, voilà, oui. Mais vous me voyez? Super. On t'entend. Oui, on te voit aussi. Oui, aussi. Oui. Aussi. Ça, c'est compliqué. C'est la Méditerranée, ça. Bon, donc je finis mon histoire. Tu étais en train de nous dire. Je suis à Bastia, donc je fais mon essai à Bastia. Et je rentre après chez moi, donc j'étais au Mans. Et je reçois donc un coup de téléphone de Christian Villanova, donc directeur sportif à l'époque de l'AS Saint-Etienne, donc qui m'appelle et qui me demande de venir à l'essai à Saint-Etienne. Donc quelques jours, donc je prends mes claques, j'arrive rapidement, puisque Saint-Etienne avait démarré le championnat, je crois que 5-6 journées de championnat. Donc j'arrive à l'ETRA et de suite, voilà, je fais mes premiers entraînements, mes premiers matchs amicaux, comme tu l'as dit. Je pense que j'ai dû faire 2 matchs avant que je signe. Mais 2 matchs en espace de 5-6 jours, ça c'est sûr. J'ai dû faire 2 matchs rapidement. Et de là, donc Fred Antonetti me convoque et me dit, voilà, on voudrait te faire signer de suite. On a besoin de toi tout de suite. Donc je dis, il faut que je rentre au Mans vite fait, chez mes affaires minimum, et puis après, je reviens, je crois. Donc ça s'est fait comme ça. Donc oui, ça a matché rapidement avec Fred Antonetti. Dès la proposition qu'il m'a faite, la première chose que j'ai faite dans le bureau avec lui, c'est que je l'ai remercié déjà de m'avoir donné l'opportunité de signer chez les Verts. Et derrière, j'ai signé avec des conditions qui étaient 1 année. Ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai pris des risques aussi en disant j'ai qu'une année. Fred Antonetti a été clair avec moi, a été honnête en me disant voilà, moi il me reste 1 année de contrat aussi. Si le club, si on arrive à atteindre l'objectif qui était la remontée en Ligue 1, de toute façon, il m'a toujours boosté aussi, Fred, tout au long de la saison, en me disant que ce qu'on m'avait fait au Mans, ce ne sera pas ici, ce ne sera pas la même discussion ici. Donc il m'a boosté aussi tout au long de la saison pour ça. Et du coup, j'ai eu la chance de jouer donc rapidement, de jouer ce premier match à Sedan, où en fin de compte, on gagne à l'extérieur. Et derrière, je n'ai plus perdu pendant un certain nombre de matchs. Donc j'ai été entre parenthèses le petit chouchou, le porte-bonheur, donc d'entrée. Et encore une fois, mon expérience à l'époque
te dit aussi que j'arrive dans un groupe qui est compliqué, où il n'y a pas de résultats. Comme tu dis, Patrice Carderon, indéboulonnable, était en méforme complète à ce moment-là. Donc je viens pour remplacer Patrice, capitaine de l'équipe. Donc je pense qu'après le coach a fait aussi des choix, parce que souvenez-vous aussi, le début de saison des premiers matchs, c'était pas Jérémy Janot qui jouait dans les buts. Oui. Donc pensez aussi à ça, c'est qu'à un moment donné, le coach a dû faire des choix. Alors on reparle de la situation de Laurent Batles, où vous dites les titulaires, machin. Il y avait aussi des titulaires. Mais à un moment donné, les titulaires, à un moment donné, s'il n'y a pas de résultat, il faut trouver des solutions. Donc, tu vois, ça se rapproche un peu avec la situation dont on parlait tout à l'heure. Donc, du coup, le coach, donc, je le remercie, et il me dit clairement, voilà, on a 1 an de contrat à te proposer, avec telles conditions, et on saura te féliciter ou te récompenser à la fin de saison. Moi, pour moi, c'était aussi pas une revanche, mais je me suis dit à l'époque, vous imaginez, je joue dans un club depuis 3 ans Le Mans, je monte en Ligue 1, je suis viré au final de ce club. J'ai une revanche en me disant, bon, ben, j'aurais pu être à attendre, parce que je sais qu'il y avait des clubs à l'époque, peut-être de Ligue 1, comme Troyes et compagnie, qui étaient peut-être sur moi, mais il fallait que je fasse un choix. À un moment donné, j'arrive à la fin du mois d'août, il faut que je fasse un choix. Et pour moi, dès qu'on m'a dit l'AS Saint-Etienne, que je suis allé, je me suis dit, bah allez, certes, allez, je vais repartir encore en Ligue 2, parce que j'attendais que ça. Vous savez, je suis formé à Niort, j'ai été au Chamois-Heurtel, j'avais 6 ans jusqu'en pro. J'ai quitté mon cocon familial pour aller au Mans, parce qu'à l'époque, je me disais, si un jour je veux jouer le haut niveau, si je veux avoir plus d'expérience, si je veux avoir des résultats, ou si je vais espérer de monter un jour en Ligue 1 avec un club, il faut que je prenne des risques. Ça veut dire qu'il faut que je sorte de ma zone de confort, de mon cocon familial, de mon club, parce que dans mon club de Niort, que je fasse un bon match ou un mauvais match, plus personne ne s'en rendait compte. Donc voilà, donc ça m'a boosté sur ma carrière, et c'est un peu le cas, c'est pour ça que je te dis, tu as plein de choses qui rentrent en paramètre sur un joueur de foot. Donc, on va passer directement, parce qu'on a pris un petit peu de retard malheureusement, on va passer directement. Beaucoup, moi. C'est vrai, je vois ça. On va passer directement à ce fameux match contre Châteauroux. Et première surprise, tu n'es pas titulaire. Comment tu l'as appris et que t'as dit Antonetti à ce moment-là? Parce que tu as été un taulier, 33 matchs, 32 matchs, et seulement une seule fois remplaçant. Et ça sera ta deuxième. Alors comment tu l'as vécu, comment tu l'as appris, et puis après on passera évidemment à la fin. Écoute, c'est simple, le coach me convoque dans la semaine, on discute un petit peu, et il me fait part que Patrice Carteron, il va démarrer sur ce match-là. C'était un peu la récompense, on va dire, pour tout le monde, pour lui aussi, puisque soi-disant que c'était sa dernière année. Donc en gros, c'était pour le remercier de son passage à Saint-Etienne, d'avoir été indirectement, puisque quand il a pu jouer Patrice, il a été grand frère. Il était dans le groupe, il était à motiver les joueurs, machin, mais réellement, il jouait des bouts de match ou des choses comme ça, mais il était surtout un grand frère dans cette histoire-là. Donc, voilà, Frédéric Antonetti à l'époque me demande donc de laisser ma place, et j'avais un peu les boules, parce que je me dis c'est le dernier match à domicile, il y a ma famille, voilà, mais c'est comme ça. C'est là aussi que je te dis qu'à un moment donné c'est aussi une force, et c'est aussi une frustration, mais il fallait l'accepter. Voilà. Donc, et surtout qu'on n'avait plus rien à prouver, la montée était actée, donc c'était que du bonheur. C'était que du bonheur, mais malgré tout ça reste quelque chose qui pour le joueur, si je le prends en pleine tête comme ça, je me dis merde, c'est de ma gueule quoi. Mais c'est comme ça. Donc ça a été toujours clair entre moi et Frédéric Antonetti, et c'est pour ça qu'il y a toujours eu un respect mutuel et un groupe exceptionnel cette année-là. C'est que chacun des joueurs, chaque décision qui a pu être prise, on allait tous dans la même direction. Donc tout simplement, voilà l'histoire. Voilà. Tu rentres à la 60e. Oui. Et puis peu de temps après, Châteauroux égalise. Et à partir de ce moment-là, il faut bien reconnaître, je me souviens un peu du match, tu joues surtout ailier droit. C'était une consigne ou comment ça se passe? Parce que tu as aussi, avant que tu nous racontes la fin, tu as eu une superbe occasion à un quart d'heure de la fin, une tête magnifique qui tape le poteau et qui ressort. Donc comment ça se fait? Oui, voilà. C'était une consigne ou comment ça se fait? Alors pas du tout. La question c'est ça, c'est que je suis remplaçant. Il était prévu avec Fred Antonetti que je rentre à la mi-temps. Ça veut dire que je rentre à la 45e. Ah, d'accord. Ça veut dire que je ne rentre pas à la 45e. Donc, le coach me dit d'aller m'échauffer. Je suis du côté des Green Angels. Et comme j'ai beaucoup
d'amis qui sont dans le COP du Bénogel, et en l'occurrence David Delaurent, qui était un des fondateurs, on va dire, ou des associés de ce groupe-là, où j'étais très proche et très ami. J'étais de ce côté-là. Donc les supporters m'encouragent, machin. Vice-versa, tu vois le premier but, on gagne 1-0, c'est Patrice Carteron qui marque. Donc indirectement, dans ta tête, tu te dis putain, merde, t'as fait tout le boulot, le type il rentre mais c'est comme ça. En live, j'ai réagi comme ça. Je me dis putain, merde, il marque, tout le monde est content, machin. Voilà, donc tu es là sur le côté. Après arrive mon temps où je me dis bon, ben Fred m'appelle pour pouvoir rentrer. Donc j'arrive, je me prépare. Et de là, je me dis écoute, on savait nous aussi en direct que ça se jouait entre nous et Caen. Caen avait joué avant nous, donc ça veut dire que Caen était officiellement champion de France. D'accord ? Donc ça veut dire qu'on n'avait plus rien à faire. Il fallait absolument qu'on gagne ce match. Quand on menait 1-0 et quand il marque, quand Châteauroux marque, vous n'êtes plus champion. Voilà, ça veut dire que quand moi je sais que je rentre, à un moment donné, je sais que c'est cette situation-là. Donc, avec toute cette frustration et cette envie, je suis rentré et comme tu le dis, peu de temps après, ils égalisent et en plus sur une action un peu bâtarde où ça vient de mon côté au final. Bon, ça peut... le centre était de l'autre côté. Voilà, le centre était de l'autre côté. Tu vas au marquage. J'arrive, je veux couper. Au marquage. Je vais couper mais bon, je glisse, je crois même en même temps. Enfin voilà. Donc Châteauroux égalise. Bon, bah tu te dis, bon écoute, tu sais quoi, je suis frais, j'ai du jus et je me suis dit, de toute façon, j'ai plus rien à perdre. Maintenant, j'y vais. Parce que j'ai toujours été quand même un contre-attaquant. Ça veut dire que moi, j'étais indirectement un peu ce qu'on dit aujourd'hui, là, le sens d'être latéral, le piston, ce que tu veux. Donc, j'avais à l'époque, entre parenthèses, un gros coffre physiquement, parce que dans le groupe, j'étais avec Loïc Perrin et Julien Sablé, dans les 3 premiers à être les plus forts physiquement. Donc, j'avais ce coffre-là. Et boosté par cette injustice directement de ne pas jouer, que Patrice marque, machin, même si on est collègues, on est aussi quand même concurrents. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est ça. Oui, on est collègues de travail. Moi, j'ai toujours dit, mes joueurs, c'est des collègues de travail. C'est pas mes potes. On est potes après, mais dans le milieu, dans le travail, on est concurrents. Donc, il faut aussi vous penser à ça. Donc, derrière, voilà ce qui s'est passé. Et du coup, je me suis dit, écoute, j'ai rien à perdre. On perd. Maintenant, j'y vais. C'est parti. Et comme tu le dis, je mets une tête sur un corner qui tape sur le poteau. Donc j'avais du jus, j'étais frais, et j'étais ragneux, et je voulais boucler la boucle, et je me dis, allez. Et l'histoire, c'est que j'avais mon ami Philippe Masguin, vous avez tous connu, qui était le photographe du club, qui est décédé, et qui était mon ami très proche. Ces gens-là, comme Philippe Masguin, comme une autre personne, quand je suis arrivé à Saint-Étienne, m'ont pris un peu sur leurs ailes, et m'ont emmené un petit peu dans tous les endroits de Saint-Étienne et des vallées de Saint-Étienne. Donc j'ai rencontré des gens extraordinaires. Donc ça a été aussi un équilibre dans ma vie professionnelle et personnelle. Et Philippe m'avait dit un jour, écoute Damien, tu as fait une belle saison, tout ça, on remonte et tout. Et moi, je lui avais posé la question, je dis putain, j'aimerais bien savoir ce que c'est de savoir l'émotion de marquer un but à Geoffroy Guichard. Parce que je le voyais avec Nicolas Marin, avec Lyon Compan, tout ça. Je dis merde, putain, mais j'aimerais bien. Et ben, mon ami Philippe me dit, Damien, il y a un jour, il faut que tu fasses quelque chose et tu marqueras l'histoire de ce club. Et ben, c'était ça. Voilà. Un but extraordinaire, il faut bien le reconnaître. Pas une reprise de volée en extension venue de nulle part, qui a fait le tour du monde. Enfin, le tour du monde. Tous les supporters stéphanois s'en souviennent encore. Il faut bien le reconnaître. Tu es évidemment dans l'histoire parce que ce but nous donne notre 3e titre de champion de France de Ligue 2, de D2 à l'époque. Et donc, finalement, tu es entré dans nos cœurs, le mien en particulier. Donc voilà, j'ai encore des frissons quand je revois l'action. Sur ce match-là, c'était extraordinaire. C'est tout le suspense, l'émotion, il y a tout eu, quoi. Et c'est pour ça que Jérémy Janot l'a dit souvent, j'ai senti la pelouse de Geoffroy Guichard trembler. Fred Antonetti vous a dit dans plusieurs articles aussi que derrière, il a vu des clubs de supporters faire marquer un but. Je ne sais pas si vous l'aviez lu sur l'article. J'ai vu des supporters à Saint-Étienne marquer un but. Et il parlait de moi, il parlait de ça. Parce que qui m'a poussé, c'est les supporters, c'est le club. C'est ton but dont il parlait, effectivement. Voilà, donc, mais tout ça, c'est pourquoi me suis senti pousser des ailes. C'est tout ce que je t'explique. C'est toute cette façon-là. Donc c'était voilà, une soirée extraordinaire et on finit, mais
mais sur les chapeaux de roue, tu veux. Et on a un titre de champion de France. Donc en l'occurrence, maintenant, ça me permet de faire taire certains attaquants en me disant que je ne suis pas un bon attaquant, que je ne marque pas de but. Marquer un but comme celui-là. Ah oui, alors complètement. Alors, on va terminer ces petites interviews par ton engagement auprès des Socios Verts. Pourquoi tu as décidé de suivre cette dynamique? Et explique-nous. Je fais partie des anciens Verts, donc ça veut dire que je joue régulièrement avec l'association ASSE Corps Vert, que vous connaissez tous, donc, qui est donc au niveau du bureau Lionel Potillon, Sébastien Rioux et Loïc Perrin. Donc on fait des manifestations régulièrement, donc par exemple au mois de mars, au mois de mai, il y aura encore des matchs pour des associations, donc j'en fais partie. Et sur une des manifestations, j'ai pu rencontrer un des dirigeants et présidents donc, des Socios Verts. Et la petite histoire, c'est que moi, j'ai joué aussi à Guingamp. Et à Guingamp, il y a aussi les Socios. Donc j'ai pu comprendre leur rapport et leur situation. Et c'est quand même quelque chose de super intéressant. Alors par rapport au club, ce qui est un peu dommage aujourd'hui, c'est que ça reste encore fermé. C'est pas une discussion qui a été établie, qui a été constructive jusqu'à maintenant. Mais j'espère que le club va à un moment donné essayer d'ouvrir la porte, comme on dit. Mais derrière, c'est quelque chose de très intéressant. Alors, qu'est-ce que ça peut nous apporter, nous? Alors, moi, j'ai apporté ma simplicité, mon authenticité, mon amour du club par ce biais-là. Alors, c'est pas grand-chose, peut-être, mais pour les socios, pour le président, voilà, ça peut être un petit poids. Alors, je sais que moi, j'y suis. Il y a d'autres joueurs qui se rallient. Oui. Mais après, c'est différent. Les plus connus sont Lubomir Moravchik et John Tivbeck, et on peut même annoncer qu'il y aura bientôt un autre très grand nom qui va. Quand je dis nous rejoindre, je fais aussi partie depuis peu d'ailleurs, depuis la fin de l'année, du bureau des Socios Verts. C'est pour ça que je me suis permis de te poser la question. Ne m'en veuillez pas, mais c'est vraiment, comment dirais-je, une œuvre auquel je crois énormément, et je suis vraiment heureux que tu nous aies rejoints et que tu milites avec nous. Voilà, après, comme j'ai dit, il faut consulter le livre blanc, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est ça, des Socios Verts et avec toutes nos propositions. Après, on va dire qu'est-ce que ça peut apporter au club. Au club, ça lui apporte donc déjà une image, de fait que cette association peut être bénéfique, que derrière, financièrement, si on arrive à récolter une certaine somme d'argent, ça met un petit peu du beurre dans les épinards, comme on dit, peut-être pour le club, même si c'est une goutte d'eau. Mais derrière, c'est pas négligeable. Une certaine somme d'argent peut peut-être permettre au club de proposer, ou peut-être même dans un recrutement, d'avoir un petit peu de sous. Simplement. Donc ça reste à être étudié. Et derrière, je pense que la situation du club était tellement compliquée jusqu'à maintenant que il va falloir être patient. C'est comme aujourd'hui, situation sportive, il va falloir être patient. Maintenant, en aparté, je vais rentrer sur les sujets de se dire, voilà, on a les causes actionnaires, que ce soit Roland Romeillet et Bernard Caiazzo. Voilà, Roland, on le sait tous, et moi j'ai beaucoup d'affection pour Roland. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, voilà. Qu'est-ce que tu en penses de Roland Romeillet? Je me positionne dessus parce que aujourd'hui, je sais qu'on me le demandera. Voilà, à un moment donné, Roland est un amoureux du club, on le sait. Derrière, je suis entièrement d'accord. Vous savez, c'est difficile, c'est comme un couple. À un moment donné, quand on est deux, il faut avoir deux avis et qu'ils soient dans le même sens. Donc ça peut être compliqué, donc je peux le comprendre pour l'un ou l'autre. Quand tu as deux actionnaires, à un moment donné, voilà, moi, dans ma tête, je me dis, mais c'est simple, pourquoi il n'y en a pas un des deux qui s'en va, par exemple, et puis qui revend ses parts à un autre, qui amènerait de la fraîcheur, qui aurait une autre vision. Voilà, après, c'est les investisseurs, c'est aussi Roland, lui, un amoureux du club, et je sais qu'il se mettra à quatre pattes pour sauver ce club. Donc aujourd'hui, c'est pas de se dire, oui, il a mis la main à la pâte, il a sorti le chéquier, machin. Donc il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, comme j'ai été de proche sur un projet d'investissement à Niort, donc je sais aussi que ça peut être très compliqué. Donc même si vous, supporters, ou les gens qui sont tout autour, se posent toutes ces questions, mais pourquoi ça se vend pas, machin, sachez que c'est très compliqué.
Ah oui, c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça. Et sachant que, moi qui connais un petit peu l'histoire de l'AS Saint-Étienne, modestement évidemment, mais on sait tous que Roland Romeyer nous a sorti de la mouise plusieurs fois et que donc rien que pour ça, il mérite un minimum de respect, si je peux me permettre. Maintenant, effectivement, des solutions existent et en tout cas, peut-être a-t-il fait son temps. Ça, on peut pas c'est ce que pense une bonne partie des supporters en tout cas, mais on ne crache jamais dans la soupe. Enfin, en tout cas, c'est pas bien de cracher dans la soupe parce que ce n'est pas respecter l'histoire de la SNCF. Non, et je vous dis franchement, Roland est quelqu'un de bien, de très bien. Donc après, voilà, il y a comme tout le monde, à un moment donné, il faut savoir passer la main, comme on dit, mais il mérite que si un jour il passe la main, ce soit voilà, qu'il ne sorte pas la grande porte, pas dans des menaces, on va pas chez les gens et les menacer et de tuer. C'est un sport avant tout, que ce soit vous et moi, on est des supporters, mais sur tête d'extrême, à un moment donné, non. À un moment donné, sachez qu'on est tous des humains, des gens qui sont sensibles, et Roland ne mérite pas des fois d'être traité comme il l'est, quoi. Donc, tout simplement. Donc ça, c'était un petit bémol que je voulais vous mettre. Voilà. Super, surtout que ça rejoint ce que je pense aussi, donc c'est vraiment super. Merci pour ces mots que tu nous as eu la gentillesse de nous offrir, de cette expérience. Franchement, j'en ai encore les frissons d'entendre parler notamment de ce fameux but qui restera de toute façon dans l'histoire du club. Merci bien.